Alors, je vous avais dit que vous alliez avoir droit à certaines critiques avant la sortie du film officiellement en France. Donc aujourd'hui, on va parler de Maestro qui sort donc le 20 décembre sur Netflix. C'est parti, encore quelques images, on en parle. No, you have to think. I'm trying to. It's two, darling. It's two. Le film est écrit, réalisé et entre autres produit par Bradley Cooper. C'est donc le deuxième film de l'acteur Bradley Cooper, qui est autant devant la caméra que derrière la caméra, et qui est aussi, donc comme j'ai dit, au scénario. Le monsieur vous avait fait un énième remake de A Star is Born, qui a eu plutôt un succès populaire assez marqué. Donc déjà, première remarque, on remarque que dans ce film, il refait quelque chose de lié à la musique. Donc Bradley Cooper doit être un sacré mélomane, en plus de quelqu'un qui apprécie le cinéma. Cette fois-ci, il va nous raconter la vie du compositeur, directeur, enfin chef d'orchestre, etc., Leonard Bernstein. Leonard Bernstein. Alors, on va aller d'abord par petites étapes. D'abord l'histoire du film. À la base, il y a un certain Scorsese qui voulait faire ce film, qui voulait raconter cette histoire. Il y a, paraît-il, aussi un certain Steven Spielberg qui était intéressé par l'histoire de ce film. Et puis finalement, les deux sont producteurs et c'est Bradley Cooper qui le réalise. En parallèle, il y avait un autre projet qui s'était monté, mais la famille Bernstein a préféré miser sur ce projet. Bon, quant à Scorsese et Spielberg un peu derrière, forcément, ça rassure un petit peu. Mais ça veut aussi dire que la famille est présente d'une certaine manière, et a son mot à dire sur le tournage de ce film. On va revenir là-dessus tout prochainement. La première chose qu'il faut savoir aussi, c'est que, on le sait, Netflix fait des films pour attirer les gens, pour le clic, etc., avec des noms connus devant, derrière la caméra, etc., et font de temps en temps des films pour gagner des récompenses. Et celui-là, c'est le film pour gagner des récompenses de Netflix. C'est avec ce film que Netflix essaye de gagner des récompenses et de bien se faire voir d'un point de vue artistique. C'est pour ça d'ailleurs que le film est passé à Venise et non à Cannes, parce que Cannes n'aime pas les films Netflix, tandis que Venise les accepte, donc en gros ils vont tous là-bas faire la teuf à Venise sur des gondoles. Voilà pour ce qui est de l'histoire du film en elle-même. Maintenant, le film en lui-même, on va commencer par parler de l'aspect technique. L'aspect technique, vous ne pouvez pas le louper. C'est-à-dire, c'est pas un truc où il faut avoir un œil spécifique, où il faut avoir fait des grandes études de cinéma. Non, non, la mise en scène du film, vous allez vous la prendre plein la gueule, croyez-moi. Le film se passe en deux périodes, grosso modo, deux étapes. Il y en a une troisième, grosso modo deux. Le format de l'image va s'adapter à l'époque où se passe le film. Il y a une partie qui est en noir et blanc, une partie qui est en couleur. Alors la partie en noir et blanc fait moins de la moitié du film, mais dure quand même son petit moment. Ne croyez pas que c'est juste un petit moment. Ça dure longtemps. Et la mise en scène globale, la manière de filmer, va aussi s'adapter à l'époque qui est racontée par le film, va s'adapter par rapport à la manière dont on faisait des films à cette époque-là. La partie en noir et blanc est particulièrement bam dans ta gueule parce qu'il y a des plans et des transitions surtout entre les plans qui sont folles. On sent que Bradley Cooper est encore, j'ai envie de dire, un jeune réalisateur au niveau de la mise en scène et enfin c'est comme ça que je le sens, qu'il a envie de prouver quelque chose. Il a besoin de prouver quelque chose, un peu comme ces jeunes réalisateurs un peu foufou. Pour qui me passe en tête, c'est Fincher pour avoir une idée, mais ça n'a rien à voir évidemment. Mais il va mettre tout ce qu'il a dans la mise en scène. C'est une mise en scène de folie. Des transitions entre les scènes, le cadrage, la manière de faire. Il y a des idées partout, tout le temps, dans ta gueule, bam, 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 tu te prends des claques. D'où le changement de couleur, d'où le changement de format, qui sont des détails par rapport à tout ce qu'il y a dans le film. Et quoi qu'on en dise, la mise en scène du film est incroyable. Elle est incroyable. Le mec, il y va à fond la caisse. Les transitions, tout ça, j'ai déjà tout dit. Mais c'est fou, c'est fou. Il y a une scène qui est évidemment tirée de la vie du vrai Bernstein, où il est en train d'être chef d'orchestre dans une église, une cathédrale, alors si je dis pas de bêtises, c'est du Mozart qu'il dirige. La scène est incroyable comme c'est filmé. Enfin bref, c'est de la folie. Franchement, la mise en scène, c'est de la folie furieuse. Je reviendrai là-dessus peut-être après, mais la mise en scène, c'est de la folie furieuse. C'est d'ailleurs un des trucs qui m'a le plus intéressé dans le film. Ensuite, on a l'interprétation des acteurs. Et encore une fois, Bradley Cooper, il est incroyable. Il se donne, mais à 200 000% dans le film. Il est incroyable. Alors, il s'est fait des petites prothèses pour avoir les oreilles et le nez, paraît-il, pour avoir l'air plus Bernstein, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Pareil que ça a fait débat dans je sais pas quel pays, je sais pas quoi, on s'en fout. Quoi qu'il en soit, et surtout qu'après, on voit le vrai Bernstein et tout, on se dit, ah ouais, quand même, ça ressemble pas mal. Et il est à fond dedans. Franchement,
il est possédé par le personnage. La scène que je vous ai dit dans l'église, d'ailleurs j'ai fait une petite photo au cinéma, il est mais tellement à fond dedans. Alors là-dessus, il y a rien à dire. Franchement, alors sauf si vous connaissez le vrai Bernstein, vous dites oui, mais en fait non, mais en tout cas, enfin si vous le connaissez bien, mais en tout cas en tant que tel, il envoie, mais du lourd, mais du lourd, mais du lourd, mais du lourd. Mais on sent que Bradley Cooper est un acteur, et donc quand il devient réalisateur, il sait diriger ses acteurs, parce que tous les acteurs du film sont très bons. Entre autres, l'autre personnage principal du film, celle qui interprète la femme de Bernstein, donc interprétée par Carey Mulligan qu'on a pu voir dans Drive, par exemple, de Nicolas Winding Refn, hein, et qui est incroyablissime. Incroyablissime. C'est presque, et là on va revenir après sur le scénario, le personnage principal du film. Et je veux dire, elle est sublime dans le film, sublime. Donc il n'y a pas à dire, d'un point de vue technique, d'un point de vue artistique, ce que je vous disais, Netflix qui vise le côté artistique, le film est incroyablissime. Mais le souci, c'est le scénario. Alors, le scénario est coécrit, je vais vous le sortir tout de suite, par Josh, comment il s'appelle? Par Josh Singer, un type qui s'appelle Singer pour faire un truc sur la musique, c'est parfait, non? Vous me direz. Josh Singer, qui est entre autres le scénariste, en tout cas qui a travaillé comme scénariste sur des films comme Pentagon's Paper de Steven Spielberg, donc sans doute une recommandation, mais aussi des films comme Spotlight, c'est-à-dire des films avant tout basés sur le dialogue. Et encore une fois, au niveau des dialogues, il y a une certaine énergie, une certaine un certain piquant du dialogue bien travaillé. La question, c'est que raconte ce film? Si vous voulez voir ce film pour apprendre des choses sur la vie de Bernstein, passez votre chemin. Le film ne va pas vous apprendre la vie de Bernstein. Si vous voulez voir un film sur comment ce monsieur, qui est devenu un des plus grands, un des premiers en tout cas américains connus comme chef d'orchestre, compositeur, blablabla, quelles sont ses difficultés, d'où viennent ses inspirations artistiques, etc., etc. Passez votre chemin. On n'est pas du tout pour parler de ça. Alors là, vous me dites, ah bah ça peut être intéressant, parce que du coup, ça va peut-être nous parler de l'homme et non pas de l'icône. J'ai envie de vous dire oui et non à la fois. Oui et non. En effet, ça va nous parler de l'homme. En fait, le film, ce qu'il fait, c'est il nous raconte des épisodes de la vie de Bernstein, avec évidemment des ellipses, d'où entre autres les changements de format et tout ça, avec des ellipses. Le problème, c'est que le film ne nous raconte pas sa vie et ses performances. Qui est-ce qu'il nous raconte? En fait, il nous raconte, c'est pour ça que je disais que le personnage féminin prend presque le rôle principal, il nous raconte comment sa femme réussissait à vivre avec lui. Réussissait à vivre avec lui dans son côté mélomane, évidemment, son côté génie musical, qu'on le veuille ou non, hein, son côté je me dédie à mon travail, mais aussi son aspect sexuel, puisque le monsieur est en tout cas bi, c'est sûr, et que, semble-t-il, il aimait aller voir ailleurs, il avait des petits amants, donc il y a tout ce travail-là de comment ce personnage vit et supporte le personnage de Bernstein. Et en fait, tout ça, c'est Bernstein est un personnage, et elle, comment elle le vit. Et du coup, le portrait de Bernstein qui est fait, alors il y a une scène où c'est presque un peu explicatif, où limite on nous explique ce qu'il faut voir. À ce moment-là, j'ai trouvé que c'était presque un peu facile, mais vu que ça arrive vachement tard dans le film, non. C'est vraiment, il faut vraiment essayer de comprendre comment ce personnage interagit avec les autres. Je vous en dirai pas plus, comment ce personnage interagit avec les autres par rapport à lui, par rapport à où il se situe, etc., etc. Et à ce niveau-là, c'est difficile de cerner, j'ai trouvé, dans un premier temps. Même si après, quand ils le disent, tu fais, ouais, là c'est un peu facile quand même. Mais est-ce que c'est ça vraiment le but profond? Peut-être même pas, d'ailleurs. Mais comme j'ai dit, c'est vraiment centré sur la vie de ce personnage-là, personnage donc qui est aussi une actrice et tout, hein, qui a vécu plein de trucs. Au niveau de la musique du film, on a du Bernstein, hein, entre autres, et je parle vraiment de la musique, vous savez, comment on dit, pas quand il dirige les orchestres, mais celle qu'on entend nous. On a du Bernstein, par exemple, on va entendre à un moment la musique de West Side Story. Alors évidemment, c'est vachement bien, mais encore une fois, ça colle avec cette mise en scène qui est tellement folle et incroyable que des fois, t'as l'impression qu'elle ne colle pas forcément à ce que tu as. Pour ça que je dis, on sent que Bradley Cooper, c'est un peu un petit chien fou qui va absolument prouver des trucs. Et ben avec la musique, c'est pareil, la musique est géniale, et puis elle est là, puis tu vois, il faut que tu la vois, puis il faut qu'il y ait un effet visuel et tout. Tu le ressens, tu le ressens, tu le ressens. Oui, à peu près. Oui, franchement, à ce niveau-là, c'est très bien. Mais par exemple, quand la scène où on a la musique de West Side Story. Alors, c'est là qu'on voit que le monsieur Bradley Cooper, il est pas mauvais, parce que ça colle quand même à ce qu'on voit à l'écran. Mais la musique de West Side Story, surtout que c'est celle du début, hein, pour ceux qui connaissent. Je suis sûr que personne n'a reconnu. Bref, quand il claque des doigts. Et si vous connaissez West Side Story, vous savez que
la musique, les effets sonores agissent en fonction des mouvements des personnages, du Mickey Mousing, vous le connaissez, vous connaissez cette expression, je vous l'ai déjà expliqué. Bah, qu'on le veuille ou non, ça ne colle pas 100% aux images. Alors, Bradley Cooper arrive à faire qu'il y ait une tonalité qui fasse que ça passe quand même. Mais c'est pas parfait. Et c'est un peu l'un des soucis du film, c'est qu'il est presque trop artistique pour ce qu'il veut raconter, il a l'air de vouloir en faire des tonnes. C'est pas mauvais, loin de là, c'est même vachement bien. Mais c'est vrai que des fois tu dis... Et au niveau de l'histoire, en même temps, j'ai pas réussi à accrocher. J'ai pas réussi à accrocher. J'ai pas réussi à accrocher aux personnages en eux-mêmes, à leur drame en eux-mêmes. Comme j'ai dit, le personnage féminin, j'ai plus accroché à elle, hein, clairement. Mais c'est pas non plus comme si j'avais été transporté, etc., etc. Je peux pas sortir du truc en me disant j'ai appris quelque chose. Non, j'ai rien appris. J'ai pas été touché émotionnellement et tout ça. J'ai plus eu l'impression de voir une démonstration artistique. Ce n'est pas un crime. Le cinéma, c'est aussi des démonstrations artistiques. Mais d'un point de vue comprendre la relation, comprendre ce qui se passe, qui, quoi, comment, etc. Plus avec le personnage de la femme, et je pense que c'était le but, mais j'ai pas non plus été transcendé. Est-ce que c'est parce que la famille justement était présente et il ne fallait pas montrer certains trucs, certains aspects, mais peut-être, je n'ai pas la réponse. Je vous avoue que si je ne l'avais pas vu au cinéma, ça aurait été difficile parce que forcément le côté artistique m'aurait moins fait bim dans ma gueule et l'histoire m'aurait encore un peu moins purement intéressé. Voilà. Peut-être, et ça je ne le nie pas, peut-être que je suis passé à côté d'une certaine subtilité de scénario, de quelque chose qui veut être raconté en réalité dans le film. Là, je compte sur vous quand vous l'aurez vu. Moi, en tout cas, je vous ai dit ce que je pensais de ce film d'après ce que j'ai vu. Est-ce que je conseille de le voir? Bah, vu qu'il est sur Netflix, ouais. Si vous le voyez sur Netflix, ouais. Ou cinéma, je vous dirais pour public averti, pour ceux qui ont le film en salle, pour public averti, et ça tombe bien, je vous avertis. Voilà. Et puis, un autre conseil, c'est très important, si vous voulez tout comprendre au film, hein, c'est évidemment le like, le partage, l'abonnement, ça vous le savez déjà. Mais quand je dis au film, c'est au pluriel. Allez, ciao tout le monde.